Et pour la table ronde, j'inviterai maintenant Patrick Giroux à venir vous présenter comment on appelle ça, des gens qui participent à une table ronde? Des tables rondes. Des tables rondeux? Panélistes. Les panélistes. Donc, je vous laisse en bonne compagnie avec Patrick. Bonne fête de soirée. Là, j'ai-tu une heure ou tu viens de me bouffer 15 minutes? Il te reste 12 minutes. On y va pour une heure? OK. Bonjour tout le monde. La table ronde, cette année, j'ai décidé de l'organiser sur le changement. Le changement, pourquoi? Bien, d'abord parce qu'en éducation, le changement, ça nous connaît. Vous changez de classe à tous les ans. Vous changez d'école une fois de temps en temps. On vous change le programme. On change votre direction. On change la moitié de la direction d'équipe, de l'équipe école. Bref, le changement en éducation, vous connaissez ça. L'autre raison, ceux qui sont venus à Claire, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est parce que chaque fois qu'on vient à Claire, on repart avec des idées de changement. Ceux que c'est leur première année, ne soyez pas surpris, Roberto l'a dit, vos discussions en vous en venant, puis vos discussions en vous en allant ne seront pas pareilles. Moi, je me rappelle d'une année où, entre Claire et Chicoutimi, mon copilote a complètement replanifié toute sa fin d'année pour flipper sa classe. Puis quelques semaines après, il avait flippé sa classe bout en bout. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être aussi extrême, mais le changement à Claire, c'est quelque chose qui se produit assez fréquemment. Nos invités pour la table ronde ont tous une expérience du changement. La première personne que je vais inviter à venir s'asseoir, c'est Mme Annick Arsenault-Carter. Annick, c'est une ancienne. Hein? Tu es la première, tu choisis. Je te laisse choisir. Les autres s'ajusteront. La seule chaise que tu ne peux pas prendre, c'est celle-là. Ils ont dit que c'était à moi. Okay? C'est les gars de la télé qui gèrent. Annick, c'est une... j'allais dire c'est une ancienne, mais c'est pas vrai. Annick, elle est connue à Claire. C'est entre autres une pionnière de la classe inversée, puis elle est venue nous partager ses expériences à quelques reprises déjà ici devant tout le monde. C'est on dit twitteuse? Non, c'est pas beau, hein? Mais elle a un compte Twitter très actif. Si jamais il y avait des nouveaux tantôt, là, ceux qui sont venus me voir pour se faire initier à Twitter, cherchez Annick, elle est assez active, puis elle nous parle de ses changements, puis des choses qui se passent dans sa classe, puis dans sa pratique, donc c'est intéressant. Cette année, elle enseigne dans une école prototype pour la deuxième année. Et puis, elle est accompagnatrice en techno, donc elle va nous parler de changement. La deuxième personne que je vais inviter, c'est Mme Natacha Vautour. Tu veux la chaise noire? Bien, je vais te la prêter, ça ne me dérange pas. C'est pas moi que ça va déranger. Si c'est celle-là que tu veux, je te la donne. S'il faut que ça prend ça pour que tu sois à l'aise, là, go. Natacha, elle est enseignante du primaire. C'est une enseignante qui a toujours travaillé avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles approches. Elle aimait ça. Récemment, ou dans les dernières années, elle a développé de l'intérêt pour les projets entrepreneuriaux, surtout pour faire rêver ses élèves et pour les accompagner en dehors de leur zone de confort, pour les aider à sortir de leur zone de confort. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de changement. J'invite ensuite, pour vous parler, M. Jean-Sébastien Reed. M. Reed est directeur de la pédagogie, j'espère que je ne le scraperai pas, directeur de la pédagogie et de l'innovation pour l'Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Je pense que je l'ai eu. Dans son travail au quotidien, le changement, je pense qu'il connaît ça. Son travail, c'est d'accompagner des écoles, justement, dans le chalet, dans le changement. Hey, on sait où j'ai hâte d'aller, hein? Dans sa bio, il m'a marqué que c'est un adepte du hors-piste, puis qui n'a pas peur de relever les défis que les autres disent impossibles. J'ai des challenges pour toi, je pense, un de ces quatre. La quatrième personne que j'invite en avant pour parler avec nous, c'est M. Jeff Wilson. OK.
Lui, je l'ai invité parce que tout le monde l'a déjà vu à Claire, mais il n'y a personne qui a la chance d'y parler. Il est tout le temps occupé en train d'aider les jeunes. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un pédagogue, un apprenant à vie. C'est un fabricant, on pourrait dire, un créateur de solutions. Les jeunes, quand ils ont des problèmes, ils vont voir Jeff. C'est aussi, à temps partiel, je pense, le DG du labo créatif. Il ne doit pas avoir le temps de faire ça, il est tout le temps dans le labo créatif. Puis il travaille sans relâche. Son but, là, pourquoi il est dans le labo créatif, c'est parce qu'il espère qu'un jour, il y a un étudiant qui va y construire une navette spatiale parce qu'il a toujours voulu être astronaute puis aller sur la Lune. C'est pas pire, c'est pas mal ça, hein? On va commencer. La première personne à qui je vais donner la parole, on va faire un 8-10 minutes par personne, puis on espère qu'il va rester du temps pour les discussions, mais aussi pour la discussion avec vous, les questions, les commentaires. On va commencer avec Annick Arsenault-Carter. Annick, tu as vécu beaucoup de changements dans les dernières années, des changements de méthode, des changements d'école, etc. Comment tu as vécu le changement, puis pourquoi tu as vécu le changement? Merci, Patrick. Bonsoir, tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Bonsoir. Merci de l'accueil chaleureux. Donc, je nous imagine dans mon salon, dans un grand salon. Ça va nous calmer un peu. Plusieurs questions nous ont été suggérées. Patrick a le don de nous mettre à l'aise et de nous dire, juste raconter votre histoire. Je sens que je la raconte depuis 2011. Puis, je l'ai changé à plusieurs reprises aujourd'hui. À la suite de chacune des présentations, me semble, ça donne de nouvelles idées. Pour ceux qui ont déjà présenté à Claire, on est victime de notre présentation jusqu'à la toute dernière minute. Mais Audrey a accroché, m'a vraiment capté avec le mot élément déclencheur. Parce que quand je réfléchis à le pourquoi j'ai changé et pourquoi j'ai entamé la classe inversée, il y avait de nombreux éléments déclencheurs en 2011-2012. Le numéro 1, c'était l'ennui. Je m'ennuyais dans ma salle de classe. J'étais ennuyante. Les programmes m'ennuyaient, les élèves étaient ennuyés. Donc, à un moment donné, quand toi, tu ne peux plus t'écouter comme enseignante, il y a quelque chose à faire. Il y a aussi l'idée que j'étais fatiguée, beaucoup plus que les élèves. Donc, quand on enseigne, vous serez, vous autres même, vous avez dû vivre la même histoire lorsque tu es plus fatigué que les élèves, lorsque tu travailles plus fort que les élèves. Moi, j'étais fatiguée d'être devant la classe, surtout. Je voulais être avec les élèves, puis on l'a mentionné aussi hier dans la présentation, Mathieu l'a mentionné. Donc, vouloir être parmi les élèves, j'avais besoin de changer quelque chose dans ma salle de classe. Puis, les élèves en difficulté sont devenus de plus en plus nombreux dans ma classe. Et je devais faire différemment de toute façon. Je devais changer. Donc, c'est pas seulement pour eux, mais pour tout le monde. J'ai découvert Twitter et j'ai découvert Claire. Donc, c'est par l'entremise de Lucie Pearson et Bernice McGraw-Leblanc. Twitter a vraiment changé ma pratique, ma philosophie, tant au niveau personnel aussi là, que professionnel. Puis, c'est vrai qu'il y a eu un boom à un moment donné. On attend pendant longtemps la formation, mais là, dans notre district, dans notre coin de pays, la formation se donnait de moins en moins. Donc, il fallait agir. Et j'ai consulté, j'ai trouvé mes personnes sur Twitter. J'ai vu que ce qui se faisait ailleurs, c'était mieux que ce que moi je faisais en salle de classe. Puis je me disais, pourquoi j'accepterais d'être médiocre? Moi, je suis en classe. Moi, je veux être l'experte de ma salle de classe, mais je vais consulter. Puis c'est vrai, une fois qu'on a vu comment ça se fait autrement ailleurs, là, on ne peut plus, là je le cite mal, là, on ne peut plus voir comme avant. Donc ça, c'était une autre citation. C'est vrai, c'est exactement ça qui s'est passé. Je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas attendre qu'on me donne la permission. Je ne voulais pas attendre, je n'avais pas le temps d'attendre. Donc, j'ai agi. Le comment est assez simple. C'est un processus chaotique. C'est ça. C'est vouloir essayer, accepter que ça ne va pas bien se passer, mais c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de recherche, puis c'est faire le saut, mais c'est le faire, sachant que on va avoir beaucoup d'ajustements à faire tout au long du processus. Puis maintenant, même 6 ans, 7 ans plus tard, j'ajuste, je change.
J'ai rencontré Karine tantôt, puis lorsqu'on discutait de venir à Claire, c'est pas l'endroit où tu vas venir péter tes bretelles. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que toi. Puis je n'ai jamais voulu le faire. J'ai toujours voulu être cette personne ressource parce que lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas de ressources francophones pour la classe inversée. Ma personne, c'était un professeur en Caroline du Nord, au nom de Lodge McCammon. Puis je me suis dit, bon, ben peut-être un jour, je vais savoir pratiquer, partager, m'enregistrer, rédiger un billet, puis là, faire voir aux autres ce que je fais. Puis vous avez été nombreux en fin de semaine, puis j'apprécie, c'est touchant de savoir que vous avez copié et vous avez amélioré. Et là, je sais qu'on a réussi parce que lorsque quelqu'un me dit « J'ai commencé la classe inversée grâce à toi » et je leur demande leur histoire, ben c'est pas du tout ma classe inversée, c'est encore mieux que ce que moi j'ai fait. Et là, c'est à ce moment-là que l'échange et le partage s'établit. Puis c'est ici à Claire que je pense que c'est mes meilleurs moments, ce sont nos meilleurs moments. Et bravo. On n'a pas posé la question, mais je serais très curieuse de savoir pour qui c'est le premier Claire cette année. Parce que c'est notre cher Mario Asselin qui a l'habitude de le faire. Vous êtes nombreux. Bravo. Donc, je vous signe un papier. Je vous le souhaite, ce n'est pas votre dernier Claire. Donc, je terminerai juste à dire qu'à ce point-ci, il n'y a aucune raison que le changement ne peut pas s'installer dans votre salle de classe. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas consulter. Parce que si vous n'avez pas déjà trouvé votre personne, ben, c'est un défi. Je vous lance d'ici à demain au départ. Il y a sûrement plusieurs personnes ici qui vont vouloir être ce lien et cette source d'inspiration. Puis je me porte la première à le dire. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, venez me trouver. Merci. Merci, Annick. Je vais passer ensuite la parole à Natacha. Natacha, j'aimerais ça que tu nous parles de l'importance des choix qu'on fait pour le changement. Moi, je suis Natacha Vautour, c'est mon 6e Claire, j'ai calculé ça, je suis quand même impressionnée. Je regardais les listes aujourd'hui. Pour moi, le changement, c'est vraiment une décision personnelle. Puis ça fait plusieurs années que je travaille puis que je vois que le changement que je fais dans ma vie personnelle m'amène beaucoup de changements aussi au niveau professionnel. Je suis quelqu'un qui aime toujours améliorer les choses. Je suis quelqu'un qui, s'il y a un problème, ça me tanne. Je suis pas quelqu'un de patient. J'aime que les choses changent rapidement. Ça fait que j'aime pas attendre. Puis ça se peut que mon projet change 15 fois avant qu'il soit vraiment mis sur pied. Puis c'est correct avec moi. Ça fait que moi, je suis quelqu'un de très passionné. Dans ma salle de classe, j'étais un petit peu comme Annick quand que je pouvais plus, j'enseignais le français, je pouvais plus voir mes élèves encercler des homophones. Je pouvais plus. Puis c'est un lundi matin à 8h15, puis eux autres, ils étaient tous dedans, là, ils encerclaient leurs homophones, puis je me promenais, puis je disais, oh, hey, c'est plate, là, comme. Moi, je pouvais, tu sais, ça fait 15 minutes que la classe est commencée, là, je devrais quand même être intéressée. Ça fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé, OK, mais si moi, je trouve ça plate comme enseignante, bien, vous autres, vous devez trouver vraiment ça plate. Puis, mes changements sont toujours motivés par un problème. Puis c'est comme ça que j'aime voir les choses. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui me dérange comme ça, bien, on va trouver une façon de régler le problème. Puis je le fais dans ma vie personnelle, toujours, comme je suis vraiment grave, je mesure, mais je me donne des pourcentages, tout est mesuré, ça c'est dans ma vie personnelle. Mais je l'ai apporté aussi dans ma vie professionnelle, à me donner des objectifs, puis à le travailler avec mes élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les problèmes? Puis comment est-ce que ça peut répondre à rendre le cours de français meilleur? Parce que je ne sais pas si vous savez, là, si vous vous rappelez, quand on allait à l'école, pour moi, le cours de français, c'était le cours le plus plate au monde. Puis je ne voulais pas faire vivre ça à mes élèves. Je voulais voir comment on peut le faire différemment, comment on peut le faire autrement. Puis une année, à Claire, ils ont donné une paire de lunettes. Puis j'avais arrivé, puis je les avais accrochées au plafond dans ma classe. Puis là, ben ma classe et puis ma classe, elle est rendue mon bureau à la maison. Mes lunettes sont encore là, par exemple. Parce que les élèves disaient toujours, ben pourquoi tu as tes lunettes, madame? Mais c'est ces lunettes-là qui me permettent de voir les choses autrement. Puis je me ramenais toujours à ça pour voir comment d'autres qu'on pourrait faire pour rendre ça plus intéressant puis assurer qu'on réussisse toujours bien quand même à atteindre les résultats d'apprentissage. Puis c'était toujours ça que je voulais voir. Je voulais pas changer le curriculum de mon cours de français parce que c'était pas dans mon pouvoir.
mais je savais qu'est-ce qui était dans mon pouvoir. À moi, c'était changer la façon de le faire en salle de classe. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'innover ma salle de classe avec beaucoup de projets entrepreneuriaux, beaucoup de projets technologiques, mais c'était des projets qui venaient des élèves pour régler des problèmes dans notre communauté. Des choses que ça allait engager les élèves. C'était pas apporter mes élèves comme les accueillir dans la salle de classe, c'était apporter leur univers dans ma salle de classe et vice-versa. C'était que les élèves, je garde encore la citation d'un de mes collègues, parlent passionnément à la maison de leur projet à l'école. Comment que les élèves vont être contents de partager à leurs parents qu'est-ce qu'ils ont fait dans le cours de français. Puis pour moi, le meilleur accomplissement, c'était une journée, la maman d'un petit garçon de 8e année qui m'a envoyé un message pour dire « Hey, mon gars a demandé là, cette année de ne pas faire ses rendez-vous au dentiste pendant ses cours de français. » Ça fait quand c'est rendu... Ça, pour moi, ça a été le plus beau compliment parce que ça ne le dérangeait plus d'aller au dentiste pendant ses cours de gym, mais il ne fallait pas qu'il manque ses cours de français. Puis c'est un peu aussi, ça revient à ce qu'Annick disait, c'est aller chercher avec ça pour ne pas changer tout seul. Aller chercher des amis, des collègues qui peuvent nous appuyer là-dedans. Puis j'ai été chanceuse avec Claire de créer vraiment ma tribu. Puis Twitter aussi m'a accompagnée là-dedans. Puis je suis quelqu'un qui est toujours en changement. Je suis une grande rêveuse, qui des fois, ça fait peut-être pas de sens. Mais mon plan, c'est toujours d'essayer d'atteindre mes rêves. Puis c'était ce que je prônais dans ma salle de classe. Puis cette année, j'ai vécu un gros changement professionnel. J'ai démissionné de l'enseignement du système public. Puis quand j'ai annoncé à mes élèves que j'ai démissionné, j'ai une petite élève de 8e année qui est venue me voir, puis elle a dit « Madame, tu nous as toujours dit d'aller pour chercher nos rêves. » Puis elle a dit « Vas-y, tu es capable, on sait qu'on peut y aller avec toi. » Ça fait que c'est en allant chercher des situations comme ça, puis travailler sur nos passions, qu'on va développer l'engagement chez nos élèves, puis créer des bonnes relations avec eux, puis assurer que tout va bien changer. Ça peut être super déstabilisant pour nous autres, pour un conjoint quand tu démissionnes de ton emploi. Pour une famille, c'est déstabilisant pour des élèves, ça peut être déstabilisant pour la communauté, mais c'est ça qui fait, après ça, qui fait avancer les choses. Quand on devient déstabilisé, c'est là qu'on va plus prendre action. Ça fait que je pense que c'est vraiment important de garder ces événements déstabilisants-là, de ne pas avoir peur, de faire des grosses moves, comme on dirait, puis de travailler avec nos passions pour vraiment améliorer puis développer le changement dans le système d'éducation. Merci. Jean-Sébastien, toi, tu accompagnes les écoles au quotidien. Tu les accompagnes dans leur changement. Donc, j'ai le goût de te demander qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut faire pour accompagner le changement, pour le faciliter? Merci pour l'opportunité. En réfléchissant à l'ensemble des questions que tu m'as proposées, dont celle-là, j'ai dit je vais y aller avec quelque chose qui est proche de ma réalité, c'est-à-dire le projet entrepreneurial. Le projet entrepreneurial, d'une certaine façon, répond à une réalité dans les écoles de changement. La première qualité du projet entrepreneurial, c'est de répondre à un besoin ou à une problématique. Donc, si le changement, il est là juste pour changer ou pour dire on fait les choses pour faire les choses, ça n'amènera pas la même mobilisation. Donc, ton changement doit être provoqué par une problématique ou un besoin. Ça peut être une passion, comme vous l'avez fait, mais ce que moi je remarque quand quelqu'un veut faire du changement pour réaliser une passion ou un rêve, c'est souvent quelque chose qui est centré sur l'individu. Nous, on accompagne l'école, on accompagne le changement de culture institutionnelle, donc c'est souvent plus facile d'y aller avec quelque chose qui va être plus systémique, comme un besoin, une problématique qu'on vit dans notre quotidien ou dans l'école ou dans notre réalité. Donc, le point de départ, ce besoin-là. À partir du moment où le besoin est reconnu à large échelle dans l'école, c'est-à-dire de façon consensuelle par la plupart du monde, je dis la plupart du monde parce qu'il y aura toujours, même si tu es une petite équipe, une grande équipe, il y aura toujours des gens que je vais mettre dans la catégorie des plus résistants, c'est-à-dire des gens qui sont insécures, des gens qui hésitent, des gens qui ont peur, des gens qui n'aiment pas l'inconnu, qui vont faire en sorte de poser des questions pièges, d'hésiter ou de ne pas vouloir embarquer. À partir du moment où le problème est reconnu, mais là, tu peux te dire que j'ai une masse critique, un groupe suffisamment important pour dire je peux aller de l'avant. Et là, le rôle du leader, puis je dis le leader, je ne dis pas nécessairement le directeur d'école parce que l'enseignant avec ses élèves, c'est un leader. Le directeur avec son équipe d'enseignants, c'est un leader. La direction générale d'une commission scolaire avec son équipe de direction d'école et d'école, c'est une forme de leader aussi. Donc,
Le leader, une fois qu'il y a un problème reconnu, son objectif, c'est de mobiliser les troupes à travers ce besoin-là qui est à combler. Et là, ça donne du sens. Puis plus c'est authentique, plus le sens est véridique, plus les gens vont avoir le goût de s'embarquer là-dedans parce que ils voient quelque chose qui va être important de réaliser. Donc, la cause, on peut porter l'étendard, tout le monde ensemble, de cette cause-là. Puis par la suite, mais ce que nous, on dit aux jeunes, aux enseignants, par exemple, assurez-vous que vos jeunes puissent jouer les rôles d'initiateurs, de réalisateurs, puis de gestionnaires de leurs projets. Donc, si les enseignants, par rapport aux directeurs, ou les directeurs par rapport à leur direction générale, sont juste des exécutants de la tâche, ils ne s'engageront pas de la même façon, puis ils n'auront pas le goût d'aller jusqu'au bout. Mais s'ils participent à la réflexion, s'ils participent à l'élaboration de la voie à suivre, s'ils participent à la conception de l'idée, puis ils participent tout au long du processus à la gestion de tout ça, ça veut dire, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire autrement, comment, à cette approche réflexive-là tout au long du processus, mais ils sont engagés. Donc, c'est des conditions qui font en sorte de davantage s'engager dans le changement puis d'avoir du plaisir à le faire. Donc, le projet il est en élaboration, il y a un besoin consensuel, les gens sont mobilisés. Puis la mobilisation, c'est quand on pense que tout le monde est bien mobilisé, qu'il faut travailler encore plus fort. Parce que quand tout le monde est mobilisé, puis qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui quitte l'école, moi, je suis certain qu'actuellement, le directeur de Natacha doit travailler fort pour remobiliser ses troupes parce que là, ils disent « Hey, notre leader est parti ». Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler encore plus fort parce que l'équipe était mobilisée, il y a une cause qui était tenue par l'équipe. Là, un de nos leaders part, on fait quoi? Là, on ne peut plus continuer le changement. Fait qu'il faut retravailler. Fait qu'il faut toujours être en éveil par rapport à cette mobilisation-là qui est importante si on veut aller au bout de notre démarche. Fait que nous, dans le fond, on accompagne le projet entrepreneurial comme enseignant dans sa classe par rapport à toutes ces étapes-là pour s'assurer que tout le monde ait des rôles. Puis je pense que c'est important d'impliquer tout le monde. L'autre élément, c'est la vitesse. Natacha, elle disait, je veux aller vite. Mais quand tu veux mettre un changement de culture ou un changement à plus large échelle, tu ne peux pas aller plus vite que le groupe. Donc, il faut que tu donnes du temps au temps. Des fois, on veut essayer d'aller vite, mais si le leader va trop vite, l'analogie que j'aurais, c'était un peu comme le champ de vision. Plus tu vas vite sur la route, plus ton champ de vision se rétrécit. Donc, un leader qui va trop vite, bien, il va s'isoler, il va faire en sorte que son champ de sa portée va rapetisser avec la vitesse. Donc, il faut accepter d'aller à un rythme qui correspond à celle de notre milieu, puis accepter que ce n'est pas tout le monde qui va aller au même rythme. Il y a des gens qui vont être des fusées, puis il y a des gens qui vont être plus lents. Il faut accepter cette différence-là. Dans un changement de culture, il faut accepter aussi qu'il y en a peut-être qui n'embarqueront pas. Il ne faut pas forcer la note. Là, on vient de souper, je ne ferai pas ma comparaison d'habitude, mais juste pour dire que quand on gave, habituellement, il se passe quelque chose après. Fait que, il ne faut pas forcer la note, il faut essayer de faire en sorte plutôt d'être rusé. Ça veut dire essayer de faire de l'essaimage, avoir des vitrines positives dans l'école pour que petit à petit, les gens disent « Hein, c'est intéressant ce que tu fais. » « Ah, ben, veux-tu que je te montre? » Et là, ceux qui résistent, ceux qui hésitent, vont embarquer dans le mouvement. L'important, c'est d'avancer à un pas, de toujours progresser, mais d'accepter qu'on ne le fasse pas nécessairement tout le monde au même rythme. Puis, on est tous des passionnés ici en particulier, et quand vous allez retourner dans vos milieux, on va vous demander « Puis, c'était comment, Claire? » Les gens veulent savoir. Mais c'est comme une lame à deux tranchants. Parce que il y en a qui vont embarquer dans tes idées folles, dire hey, « là, je veux flipper ma classe, je veux faire ci, je veux amener telle affaire. » Ça va rejoindre un certain nombre de personnes. Le conseil que je vous donnerais, c'est que soyez attentifs à l'émerveillement que vous allez avoir. Parce que peut-être vous allez éblouir aussi. Peut-être que certains de vos collègues vont dire « Oh là là, c'est trop loin pour moi. » Puis ils vont se braquer par rapport à ce changement-là. Donc, il faut être réconfortant, comme un bon vieux pâté chinois. Il faut que les gens aient le goût de venir vers toi. Il faut que les gens aient le goût, quand tu veux amener du changement dans un milieu suite à une expérience comme cette semaine, il faut que les gens soient rassurés par rapport à ce que tu dis. Il ne faut pas qu'ils soient craintifs et dire « c'est trop loin de ma réalité ». Souvent, ceux qui hésitent ou qui résistent,
Il y a une cicatrice à quelque part qui n'a pas été colmatée comme il faut. Une blessure du passé. J'ai vécu ça il y a 20 ans. Puis là, il faut essayer, comme leader, d'essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a provoqué cette blessure-là. Puis c'est pas de faire de la psychanalyse nécessairement puis finir, mais souvent les gens réagissent négativement à un changement pour une raison bien précise. Puis nous, on met souvent le pansement plutôt que d'aller voir la cause initiale du problème. On ne règle pas le problème nécessairement, puis cette réactivité-là va revenir dans le futur, dans d'autres situations de changement, parce qu'une chose qui est constante, c'est le changement. C'est la seule chose vraiment qui ne va pas changer. Ben, en fait, il y a Valérie qui me dit, il faut que tu dises que la seule chose qui ne changera pas, c'est le rassemblement de clercs. Mais en même temps, ce qui est le plus constant, c'est le changement actuellement, surtout. Puis ce changement-là est provoqué par toutes sortes de réalités, toutes sortes de conjonctures. Donc, il faut, d'une certaine façon, trouver des façons d'éveiller ce changement-là dans nos milieux, puis de l'apprécier à la limite, le changement. Mais si on le fait dans le respect, dans le partage, dans l'entraide, ça va être d'autant plus facile. Puis on va y aller à petits pas, mais on va y aller. C'est le projet qu'on mène, qu'on pilote, va arriver à cet état d'aboutissement quand tout le monde va être mobilisé, tout le monde va avoir des tâches réparties, puis à la fin, on va pouvoir se poser le jugement, dire, OK, est-ce qu'on a répondu à notre besoin initial? Est-ce qu'on a réglé le problème qui était à l'origine de notre changement? Puis c'est là qu'on va pouvoir, après ça, se projeter vers d'autres choses. Mais ça se sera fait dans l'implication collective, dans la mobilisation du groupe dans l'ensemble. Merci. Jeff, je vais te poser une question qui va un peu la même question. J'ai cru comprendre que toi, tu aimerais ça changer le système, changer la manière qu'on enseigne, changer les approches pédagogiques, la pédagogie. Tu aimerais ça avoir un impact là-dessus. On fait comment? Puis en sous-question, c'est quoi les barrières qu'on rencontre? Puis c'est quoi les facilitateurs qu'on rencontre? Puis comment on fait pour profiter des facilitateurs? Puis comment on fait pour surpasser les barrières? J'ai peut-être changé d'idée, puis je vais peut-être pas répondre à ta question, mais... Ah, c'est correct, tu as le droit. Comme tu as mentionné, ça commence avec la problématique. Alors, je vous propose celle-ci. Les labos créatifs, ce n'est pas un endroit physique dans une école où les jeunes se rassemblent et travaillent sur des projets novateurs. Ce n'est pas un organisme à but non lucratif avec le nom des labos créatifs. C'est un mouvement. C'est un mouvement pédagogique. C'est un mouvement qui répond à une problématique que nous autres, on prend très, 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 très sérieusement. Puis je ne suis pas ici pour vous faire peur. Mais dans 10 ans, combien de jobs vont être partis à cause de la robotique? Combien de jobs vont être partis à cause des automobiles autonomes? Combien de jobs vont être disparus à cause de l'intelligence artificielle? Plusieurs. Alors, nos jeunes qui ont en maternelle dans la classe de Mme Brigitte ici, quand ils vont avoir 16 ans, c'est quoi leur futur? Alors, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a mentionné, Mario, il avait dit comment est-ce qu'on peut prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors, nous autres, on veut outiller nos jeunes, les autonomiser pour être capables de créer leur propre futur. On ne veut pas qu'ils se fassent remplacer par des robots. On veut qu'ils soient capables de créer des robots. Alors, je pense dans 10 ans, 15 ans, même peut-être plus vite, ça se pourrait qu'on regarde une société qui a deux genres de personnes. Les personnes créatives qui ont les compétences numériques pour être capables de changer et d'affecter le monde, puis ceux qui vont être vraiment mis à côté. Puis là, moi, je n'ai pas confiance. Puis le monde que je travaille avec n'a pas confiance que les politiciens vont être capables de faire des bonnes décisions, pour être capables de soutenir les services sociaux nécessaires pour tous ceux qui vont être déplacés. Alors, ça commence avec le jeune. Puis ça, c'est la problématique qu'on essaie de répondre comme organisme à but non lucratif, labo créatif. C'est pour ça qu'on a 130 quelques labos créatifs qu'on soutient à travers l'Atlantique. Puis oui, on s'entend, celui-ci, c'est une Cadillac, mais ce n'est pas la seule Cadillac non plus. Mais ça ne prend pas tout ça pour commencer le changement. Alors, la façon qu'on livre l'éducation, c'est plus important. Alors, quand on voir l'éducation différemment, il faut commencer à livrer l'enseignement puis l'éducation différemment. Puis ça se fait un pas à la fois. Ça prend un champion. Les défis, des fois, qu'on voit quand on pense aux compétences numériques, nous autres, on parle beaucoup de programmation puis de codage. J'ai pas le temps de le faire. J'ai des résultats d'apprentissage.
Quand j'ai quitté l'île du Prince-Édouard, ma dernière année d'enseignement dans la salle de classe, je pense qu'il avait fait une recherche que la 8e année à l'île du Prince-Édouard, comme 9 ans, 7 ans passés, il y avait 1041 résultats d'apprentissage. Il y a combien de journées d'école? Combien de résultats d'apprentissage tu vas faire à chaque jour? C'est impossible de toutes les couvrir. Alors, on fait ça par projet. Alors, ça prend un champion, ça prend un enseignant, un jeune, un parent, quelqu'un du membre de la direction qui va faire le premier pas, qui va motiver, autonomiser les jeunes, les enseignants, pour être capables de suivre leur passion. Alors, ce changement-là, c'est ça qui est important pour nous. Les défis qu'on voit, autres que certains enseignants, que oui, il y a quelqu'un qui a mentionné aujourd'hui, la technologie, des fois, ça fait peur. Tu entres dans un labo comme ça, puis tu te dis, oh my gosh, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je vous promets, c'est correct de ne pas savoir ce qui se passe. Comme j'ai mentionné, on soutient plus de 130 labos créatifs. J'ai presque aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Roberto, il avait raison. On envoie des boîtes, puis on découvre avec le jeune comment ça fonctionne, puis eux autres, ils nous enseignent. Il ne faut pas avoir peur. Alors, il y avait quelqu'un au barcamp que Natacha a animé qui a mentionné vers la fin, il ne faut pas enseigner aux élèves quoi apprendre, il faut enseigner aux élèves comment apprendre. Puis là, ils sont corrects pour la vie. Alors, c'est ce changement-là qu'on essaie de faire. Je pense que ça va très, très bien. On est dans presque 300 écoles, des 400 au Nouveau-Brunswick, 200 écoles en Nouvelle-Écosse, puis entre l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve, un autre peut-être 100, 200 écoles. Mais quand on regarde les 300 écoles qu'on travaille ici, c'est presque 3/4 des écoles au Nouveau-Brunswick, c'est peut-être un groupe de jeunes, parce qu'il n'y a pas d'enseignants là qui veulent se prendre en main puis travailler avec eux. C'est peut-être un enseignant sur une 60aine. Alors, il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Avec des partenaires. Cet été, on a livré des camps d'été gratuits dans 86 communautés. On avait 152 partenaires communautaires qui ont travaillé avec nous pour le faire. Secteur privé, secteur public, tout le monde embarque. Ça prend une communauté pour aider à élever un jeune. C'est pas juste quelque chose qu'on dit, là. C'est vrai, c'est important. Oui, en tout cas, c'est plus ou moins ça, je pense. Merci. Je vais reprendre ton idée du champion ou l'idée du leader. Sur les anciens ou ceux qui sont abonnés à Claire ou qui sont venus souvent, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo où, je pense que c'est Mario qui nous l'avait présenté, il y avait un jeune homme qui commençait à danser, il avait vraiment l'air fou, mais il persévérait, il continuait jusqu'à ce que ça devienne un mouvement. Puis on parlait de leadership. Être le premier à faire le changement, être le champion ou le leader, c'est pas facile. Vous vous sentiez comment quand vous avez fait des changements puis que c'était votre tour d'être le leader ou votre tour d'être le champion? Puis qu'est-ce qui vous a persuadé de faire ce changement-là? Nous autres, on était chanceux. Moi, j'ai seulement peur des requins. Alors, quand ça vient à l'éducation, il n'y a rien qui me fait peur. Que ce soit... Puis, c'est qui va nous dire « Hey, c'est une mauvaise idée. Aider nos jeunes à trouver du succès dans 20 ans, ça ne nous intéresse pas. On veut que les prochaines générations ils faillissent. » Comme, il n'y a personne qui va dire ça. Puis aussi, ça nous a aidé que... On a eu des entrepreneurs du secteur privé qui nous ont aidés à commencer notre organisme. C'est du monde qui se sont fait des centaines de millions de dollars, puis ont vendu leur compagnie. Puis au lieu de juste dire « Merci beaucoup, on s'achète des chalets », je ne sais pas si tu travailles dans ces chalets-là ou non, mais... ou déménager à une île avec des plages. Ils ont dit non. Nous autres, on s'est fait beaucoup d'argent avec notre propriété intellectuelle, avec la programmation informatique, puis on veut que les jeunes de la région soient capables de bénéficier de ça aussi. Alors, quand tu as du monde qui se font des centaines de millions de dollars à vendre des compagnies, qui sont après à parler au gouvernement, ça lui ouvre des portes. Mais là, ça prend quelqu'un pour marcher dans la porte puis être capable de faire quelque chose avec. Alors, dans notre cas, les portes ont été ouvertes. C'est un bon message. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on veut soutenir nos jeunes pour qu'ils connaissent du succès dans leur futur. Alors, nous autres, on entre par la porte puis on fait notre affaire. C'est aussi simple que ça. Oui, tu as l'air de vouloir répondre? Ben oui. En fait, on a vu des leaders dans les écoles. Puis souvent, ces leaders-là, prenons des enseignants, sont souvent marginalisés dans leur milieu. Mais dans des occasions comme ici, sur les réseaux, dans des communautés de pratique, réalisent que finalement, ils ne sont pas si marginalisés que ça. Ils trouvent d'autres comme eux autres. Puis c'est
créer ces liens-là pour se rassurer, pour être capable de se valider, pour être capable de dire, OK, toi, tu le fais comme ça, un peu comme tu mentionnais tout à l'heure quand tu disais, quand j'ai décidé de faire les classes inversées, j'étais la première à le faire de langue française. Je suis allé chercher une ressource anglophone que j'ai traduite, puis là, maintenant, il y en a qui ont adapté puis amélioré ce que j'ai fait. Mais ces précurseurs-là, ça demande quand même de trouver un appui à quelque part. Donc, ne pas rester seul, c'est peut-être le conseil que je donnerais, d'essayer de trouver des affiliations, trouver des réseaux, trouver des personnes qui vont être capables de nous soutenir, d'être un genre de filet de sécurité à travers cette initiative-là qu'on veut amener, qu'on veut proposer, qu'on veut démontrer d'une certaine façon dans notre milieu. Des fois, tantôt je parlais qu'il faut identifier un besoin, mais des fois, notre instinct nous dicte de faire quelque chose, puis on n'a pas encore trouvé pourquoi on le faisait, puis c'est en construisant qu'on dit, crème, j'ai compris pourquoi je le faisais. Il y a aussi cette réalité-là, mais ça, ce qui est nécessaire quand même, c'est tout l'aspect métacognitif, l'introspection qu'il faut accepter de se faire, d'avoir ce pas de recul-là sur notre réalité, puis d'être capable de se poser les bonnes questions, cette objectivité-là, pour dire, OK, je le fais pour cette raison-là, puis là, maintenant, je suis capable de mettre des mots sur la raison pour laquelle je m'embarque dans le changement, puis d'aller chercher ces collègues-là qui vont pouvoir me soutenir dans ma différence. Moi, j'ajouterais, en salle de classe, à un moment donné, j'ai décidé que je devais prendre place dans ma salle de classe. Je n'allais pas, j'avais peur qu'on commence à m'organiser. Moi, je ne connais pas un enseignant qui ne travaille pas d'arrache-pied à de nombreuses heures après les heures en salle de classe. Puis je pense qu'on a cette confiance à développer. Je ne sais pas si c'est après X nombre d'années d'expérience que ça se passe, mais je le sais qu'il n'y a personne qui va être capable de mieux savoir qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mieux pour mes élèves que moi. Puis je pense que je n'ai pas peur parce que je sais que le changement et ceux que j'ai vécu ont été nécessaires. J'ai eu besoin de changer parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas continuer. Donc, tu vis dans le médiocre ou tu t'essayes pour l'excellence. Puis il n'y a rien de mal avec viser l'excellence. C'est ça. J'ai juste toujours pensé qu'on a toujours pris un pas de recul ou du recul comme enseignant. On n'a pas voulu faire voir au grand public que nous sommes les experts de notre salle de classe, puis on sait de quoi on parle, on vit des expériences, des problématiques à chaque jour. On n'a pas la recette parfaite du départ, mais on y arrive. Puis c'est cette confiance-là, ce n'est pas à confondre avec la vanité. Il y a raison de prendre confiance dans la profession avec laquelle on travaille avec des jeunes, puis il faut prendre la place. Il faut prendre notre place comme professionnels, puis il faut créer cette collaboration et avec la direction et avec les parents pour faire cheminer, parce que au bout de la ligne, c'est vrai que ça devient important d'avoir cette communauté apprenante de plus en plus, là, si on vise des écoles où on va faire le transfert vers les compétences. Donc, c'est ça. Moi, le changement pour faire le point là-dessus, comme je le vois, pour le faire rapidement, je pense que tout va tellement très vite, tout de suite. Ça fait que c'est important faut faire bouger les choses, puis il faut avoir des initiateurs qui n'ont pas peur de faire bouger les choses, puis aussi de s'affirmer. Puis souvent, développer nos passions, ça peut paraître un peu égoïste. Ça peut paraître comme si on veut seulement pour nous, mais souvent, moi, la première chose que je suis en me levant le matin, c'est une mère de famille. Puis ce que je veux, c'est que mes enfants aient le meilleur possible, qu'ils vivent dans le meilleur Nouveau-Brunswick possible, qu'ils aient les meilleurs services en éducation possible. Puis on est quand même très choyés ici avec tout ce qu'on fait au niveau de l'inclusion scolaire, mais je veux aussi que mes enfants soient capables de développer leur plein potentiel. Puis pour faire ça, avec des enfants qui peuvent avoir des troubles d'apprentissage ou qui détestent l'école tout de suite, il faut pouvoir faire bouger les choses. Ça fait qu'il faut vraiment ressortir les belles choses qui sont faites un peu partout, puis pas avoir peur de foncer. Puis c'est ça qui va faire avancer les choses. Puis il faut vraiment pas avoir peur d'être égoïste dans ce sens-là où on se dit, moi, je veux le meilleur pour mon enfant.
Je veux le meilleur pour mes enfants, je veux le meilleur pour les amis de mes enfants, je veux qu'ils soient vraiment bien dans le système, puis je veux que quand ils finissent leur éducation au secondaire, puis qu'ils soient capables de travailler, puis avoir les compétences pour le 21e siècle, puis de créer leur propre emploi, parce que ça va probablement être ça qu'ils vont faire. Ça fait que je veux avoir que mes enfants soient là. Ça fait que pour le faire, il faut que moi, comme maman, comme pédagogue, comme leader, je fasse les pas pour se rendre là, puis devenir peut-être un petit peu égoïste dans ce sens-là. Merci. Il nous reste peut-être 10 minutes environ. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes sur le changement? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager avec nous ou des choses à propos desquelles vous voudriez les entendre? Hey, il y avait beaucoup de vin tantôt, hein? C'est le vin ou c'est trop de bouffe? C'est un des deux. Ou sont trop bons puis ils ont tout dit ce qu'il y avait à dire. Bonsoir. Question pour... oui, c'est moi, salut. Pour Jean-Sébastien, j'ai vécu un projet entrepreneurial l'année dernière, quand même assez majeur. Ce que j'ai remarqué, c'est l'engagement s'est essoufflé au fil des mois. Truc rapide peut-être pour remobiliser les troupes en temps et lieu quand ça arrive, pour éviter que ça s'essouffle. J'ai manqué un peu d'outils, puis qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ça? Tu aurais pu m'écrire. Ou t'appeler, désolé. Mais non. Mais en fait, un des pièges souvent, c'est l'envergure. On voit grand, on prend des grosses bouchées, puis finalement, ces bouchées-là font en sorte que la digestion se passe moins bien d'une certaine façon, et on s'essouffle, ou dans le sens que si la perspective est trop loin, si c'est trop ambitieux pour le groupe avec lequel on est, ça ne veut pas dire que le projet pourrait être très accessible pour un, mais plus difficile d'accès pour l'autre. Donc, si on se lance avec un groupe dans quelque chose qui est méga, il faut peut-être le découper en morceaux pour faire en sorte que là, étape 1 est faite, étape 2 est faite. Puis si on voit qu'on est rendu le 28 mai, puis là, il manque d'oxygène, tu sais, quand je disais donner du temps au temps, c'est d'accepter que des fois, là, il y ait des pauses qui soient nécessaires à la réalisation du projet, parce que après ça, on est obligé, entre guillemets, le prof, j'ai beaucoup aimé quand tu dis, quand tu finis ta journée plus fatigué que tes élèves, remets-toi en question. Fait que si tu es obligé de pédaler le 28 mai pour arriver au bout de ton projet, à la place de tes élèves, c'est peut-être que justement, cette envergure-là, on l'a mésestimée ou des fois, il y a des occasions dans l'année aussi que c'est plus le bon moment pour faire cette initiative-là. Donc, c'est important de toujours prendre ce pas de recul-là, puis j'appelle ça des arrêts sur image, puis de se dire, OK, ça va pas, pourquoi? C'est-tu circonstanciel? C'est-tu l'essoufflement? C'est-tu les examens qui arrivent? Puis là, se dire, OK, on va finir cette phase-là, puis on reprendra la phase suivante par la suite. Si je peux ajouter aussi, si votre projet, c'est simplement de se rendre de point A à point B, vous allez les perdre. L'engagement va certainement... C'est parti. Itération, c'est ça qui est important. Si le jeune ou les jeunes ont la chance de, à tous les jours, solutionner des problèmes, puis comme si vous avez planifié quelque chose, puis votre projet à la fin il ressemble exactement comme c'était au début, il y a eu des problèmes. Il faut qu'il y ait des changements. Ça devrait jamais finir comme vous l'aviez planifié. Je pense même à Samuel, je pense que c'est un jeune en 6e. On avait fait un projet à la dernière minute ensemble, puis on avait un ingénieur professionnel qui travaille dans le monde de santé à faire des microcontrôleurs à la journée longue. Puis notre ingénieur, il travaillait pour 8 heures sur une solution. Le petit en 6e année arrive. Pourquoi qu'on n'essaie pas ça? Puis notre ingénieur, il le regarde. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Il l'a résolu dans comme 30 secondes. Puis ça avait pris comme 8 heures de travail en soirée durant la journée pour notre ingénieur. C'était pas ce qu'on avait planifié de A à B, mais il faut laisser la flexibilité pour que le projet change. Sinon, c'est rendu plate. Comme moi-même, je ne voudrais pas travailler sur le même projet pour 8 mois.
c'est plate. D'autres questions pour nos panélistes? Merci pour la question. Vous avez été trop bon. Merci beaucoup toutes les quatre d'avoir accepté parce qu'on ne l'a pas dit tantôt, mais je les ai pas contactés au mois d'août l'année passée. Là. Je les ai contactés genre hier, ou en tout cas pas. Ça fait pas des mois là, ça se calcule plus en jours. Fait qu'ils ont relevé ça, ils ont accepté le challenge, puis je suis vraiment content. Là. Merci beaucoup. C'était clair les réponses. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, c'était très clair.